Au 20 mars et à Bobo Dioulasso du 24 au 27 mars 2022 à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Un film de Moussa Keïta réalisé par Yacouba Napon alias MC-Z. Je vais être candidat aux élections législatives. Je sais compter encore sur vous pour les 5 années à venir. Passez le Kawo. Donc ce que tu dois faire tout de suite et maintenant, c'est d'aller coucher avec cette folle-là pour que moi je devienne femme de mère. Tu as compris, non? Chachette. Oh, c'est ton mariage que tu mets à péril. Il faut qu'on chasse pour le Mais le pouvoir à tout prix passe au cinéma Roya du 21 au 27 mars 2022. C'est lui qui m'a mise en scène. Il n'y a rien que tu n'as rien fait. Un film rempli de sensations fortes et de rebondissements. Un film de Thérèse Bambara. Vous en rêviez depuis? Enfin, c'est fait! Yenega Movies, votre nouvelle plateforme de films africains, vous propose des longs métrages de fiction et de séries africains. Téléchargez l'application sur Play Store, sur votre téléphone, tablette et téléviseur. Et suivez vos films préférés en famille, entre amis ou seul en toute simplicité. Yenega Movies, la plateforme du cinéma africain. Bienvenue à tous et merci d'être encore en notre compagnie pour les décryptages et le débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine écoulée. Le MPP sort de son silence 2 mois après la perte du pouvoir. Le parti demande la libération de Roch-Marc Christian Kaboré. Nous en parlerons avec Stéphane Sanou. Situation sécuritaire à Guibo, quelle est la vraie réalité? Notre reporter Issa Oumaratié était sur le terrain et sera avec nous sur ce plateau pour nous décrire cette situation, en plus donc de son reportage que vous suivrez. Dans l'actualité internationale, nous parlerons des conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu vendredi dernier à Accra, au Ghana, sur les situations politiques au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, et ce sera avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adama Soro. Sa fête débat est consacrée aux démissions constatées ces derniers jours dans plusieurs partis politiques au Burkina Faso. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces démissions? Que vaut l'engagement politique au Burkina Faso? 2 invités seront avec nous pour en parler. Il s'agit de Noufou Zougmoré. Il est journaliste passionné de l'histoire politique, et Draman Ninkema, sociologue spécialiste des questions de démocratie. Voilà pour le menu, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bienvenue. Et nous débutons les décryptages par ce reportage sur la situation sécuritaire à Guibo. Le chef-lieu de la province du Soum dans le Sahel burkinabé subit la pression des groupes armés terroristes. Les spéculations vont bon train depuis quelques semaines, mais quelle est la situation réelle à Guibo? Notre reporter Issa Oumarati a pu faire les constats avec l'appui de l'état-major général des armées. Guibo, une ville qui tente de se relever, c'est le reportage que je vous invite à suivre. Avant d'en parler, juste après, avec le reporter lui-même qui est avec nous sur ce plateau. Suivant. Nous, on est là, on travaille. Si on n'entend pas seulement, on cesse une autre voie pour passer. Djibo, ville symbole et chef-lieu de la province du Soum, région du Sahel, ville au martyr. Cette ville qui jadis abritait un important marché de bétail de la région et même de la sous-région est sous l'emprise des groupes terroristes. Par la vue aérienne, les dégâts sont visibles dans certains secteurs de Djibo. Des maisons vides ou saccagées, de même que les commerces. Mais à l'intérieur, la ville survit malgré la peur et le désespoir. Le marché est ouvert, les hommes, les femmes et les enfants vaquent à leurs occupations. Mais ils sont vigilants et même méfiants dans leurs déplacements. Les terroristes ont aujourd'hui laissé leur marque, une peur intense. Les hommes armés, ils rentrent ici. Nous, on ne peut rien dire de cela. On les voit, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent.
ils repartent. On ne peut pas dire que l'armée ne sort pas, on ne peut pas dire que l'armée sort. Parce qu'il n'y a pas une seule voie pour qu'il parte là où il se trouve. Il peut continuer à passer par là où il veut. Mais nous, c'est que si nous on est là, on travaille. Si on n'entend pas seulement, on cherche une autre voie pour passer. Voilà. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. On ne peut pas dire qu'il travaille aussi. Donc c'est votre quotidien chaque jour, c'est comme ça? Notre quotidien ici, chaque 16h, même aujourd'hui à 16h, nous on va fermer. D'habitude, c'est le coupé qui nous fait fermer. Mais maintenant, c'est la situation. Okay. Maintenant, c'est les tirs là qui nous fait rentrer. Donc ils viennent tout le temps à partir de 16h ici? Ici, en tout cas, ils viennent entre 15h et 16h. Disons plus, en tout cas, tous les îles viennent à 16h. Parce que le marché, même aujourd'hui, le marché va se fermer à 16h. Actuellement, il y a la présence des terroristes dans la ville de Djibo. Ils nous font souffrir, mais il y a aussi la présence des soldats. Ce qu'il faut noter aussi est que dans la zone, les gens ont faim. Le sac de maïs coûte ici 40 000 francs. Nous prions que le trafic reprenne sur l'axe Djibo-Ouaga. Sinon, les gens vont mourir de faim. Nous n'avons plus rien. Les bœufs sont tous morts. Sincèrement dit, ça ne va pas. Parce que, bon, surtout dans un mois d'après, là, sincèrement dit, père de famille, tu viens, tu t'es assis toute la journée. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien de bon. Même aller au Borgendé ou à Nazumbu ou quelque part là, sincèrement dit, tout est bloqué. Bon, même maintenant, nourriture là aussi, ça ne va pas. Pour avoir ça aussi, ça ne va pas maintenant. Parce qu'il n'y a pas de voie pour qu'on aille pour arriver à nourriture aussi. Tu viens ici chaque matin à 6h, à 18h, tu es obligé de rentrer, puisque ça ne va pas. La ville de Djibo est sous le contrôle total de l'armée burkinabé. Une stratégie est mise en place pour parer à toute éventualité. Ici encore, la Grande Muette respecte son surnom. Aucune déclaration devant nos caméras. Des soldats armés jusqu'aux dents, en moto et en pick-up, nous escortent et nous conduisent jusqu'aux installations de l'ONEA Djibo. Ils nous alertent du risque des pièges explosifs. Et plus tard, ils vont nous recommander aussi de ne pas nous éloigner de l'escorte. L'ONEA n'arrive plus à desservir toute la ville comme dans les 3 mois en arrière. 2 de ces 3 stations de pompage ont été vandalisées par des hommes armés non identifiés. Nous nous rencontrons un agent de l'ONEA, le responsable étant à Ouagadougou depuis plus d'1 mois. Une partie qui a été touchée, mais jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à satisfaire une partie de la population à Djibo ici. Et une partie, en fait, je peux dire les quartiers comme le secteur 4, le secteur 5, une partie du secteur 3, le secteur 2. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir un peu d'eau. Même si c'est pas... Oui. C'était 3 stations de pompage, c'est les 2 stations de pompage qui ont été touchées. Donc la première station de pompage continue de fonctionner. L'eau constitue une priorité pour les habitants de Djibo après la sécurité. L'ONEA ne pouvant pas ravitailler la ville, les familles prennent d'assaut le barrage de Djibo qui est sec depuis novembre dernier pour creuser des puits afin de tenter d'étancher leur soif. Ici aussi, les soldats qui nous escortent sont stricts et leurs consignes sont claires. À ce jour, aucun réseau téléphonique n'est disponible dans la ville de Djibo. La compagnie Orange a quitté la ville depuis plus d'1 mois. Move et Télécel ne sont que l'ombre d'elle-même. Nous nous rendons au siège de Move à Djibo. Sur place, les bureaux sont fermés depuis 3 ans. Les installations sont sous contrôle d'un vigile. Le premier responsable qui est censé s'installer à Djibo se trouve actuellement à Waïgouya. Il coordonne par téléphone. Un véritable calvaire pour les Djibolais. Le réseau RTL est parti depuis le 15 janvier, un samedi. Voilà, le réseau Telmob aussi vient souvent. Le réseau Télécel aussi, bon, ça aussi ça fonctionnait, mais maintenant ça ne fonctionne plus. On pouvait appeler nos parents qui étaient ailleurs,
eux aussi ils ont peur. Quand il appelle, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Eux aussi ils ont peur. Nous aussi on a peur parce que ils sont là-bas là, et mais ils s'inquiètent de nous, puisque nous on s'inquiète d'eux. Parce que tu appelles tes parents, il y a ton père, ta mère, tous ils sont là. Tu les appelles, ça ne passe pas. Ça même c'est pas bon. Même si c'est le réseau Télécel on gagne, même si le réseau RTL ne vient plus là, nous on veille sur le réseau pour pouvoir résoudre nos parents seulement. 10 jours comme ça, 40 jours comme ça, il y a le réseau RTL là qu'il n'y avait même pas. Donc de temps en temps aussi, le réseau Telmob là aussi, ça a coupé, ça fait longtemps. Ça vient et puis ça n'a même pas passé une semaine comme ça. Même actuellement, ça fait 3 jours. Il n'y avait même pas les autres tellement. Bon, Télécel aussi, hier, nouvelle, le 21 ou 22 heures comme ça, Télécel aussi occupé. Donc, nous, on est là, on n'a rien à faire maintenant. L'une des administrations présentes et qui résiste encore à la tempête, c'est la mairie de Djibo. 2 services sont fonctionnels, l'état civil et la comptabilité. La délégation spéciale n'est pas installée, un vrai casse-tête chinois pour cet employé de la mairie. Si actuellement c'est uniquement, je peux dire que c'est l'état civil seulement et la comptabilité. En tout cas c'est ça seulement, je pense que ça fonctionne. À l'état civil, on grouille toujours pour pouvoir faire les papiers administratifs. À la comptabilité aussi, on essaye de tout faire pour que les gens puissent avoir leur salaire. Et s'il y a des instances pour qu'on puisse aussi les gérer, sinon c'est tout, on ne peut plus rien faire à part ça. On ne peut plus rien faire? Oui, la délégation spéciale n'est pas mise en place d'abord, et le maire aussi n'est plus en fonction. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut plus faire. Il faut qu'il y ait la délégation. Sinon on ne fonctionne plus, c'est uniquement le fonctionnement. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'investissement, on travaille pas, c'est le fonctionnement seulement, c'est juste pour fonctionner. Comme tous les autres employés du public et du privé de la commune de Djibo, cette dame fonctionnaire fait part de ses inquiétudes. On espère toujours. C'est uniquement ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'espérance. On espère et on espère tous les jours, c'est tout. Sinon, c'est vraiment compliqué. L'armée est toujours là, fait les patrouilles, mais à chaque fois, quand on voit que l'armée, même s'il retourne seulement en une fraction de seconde, ça va trouver que les autres aussi sont là. Donc on est là, c'est l'espérance seulement. On prie Dieu tous les jours, c'est l'espérance seulement, sinon ce n'est pas facile. Tu peux venir au service, tu entends des tirs, tu es obligé de rester là. Tu imagines si les tirs vont perdurer jusqu'au lendemain. Tu vas dormir ici, laisser tes enfants à la maison. Une véritable psychose collective règne désormais à Djibo. L'ombre des terroristes plane, mais l'armée est présente, prête à toute éventualité. Ce qui donne encore de l'espoir aux Djibolais en attendant le bout du tunnel. Et comme annoncé, notre reporter de guerre est avec nous sur ce plateau. Issa Oumaratié, bienvenue. Merci Kambo. Alors, d'abord, dites-nous comment s'est passé ce reportage. Quelles ont été les conditions de tournage? Bon, d'abord, il faut dire que ce reportage, nous l'avons fait avec la peur au ventre. Et quand on voit la situation qui prévaut actuellement à Djibo, et puis voilà, où il faudra contrôler ses pas pour ne pas tomber sur une mine explosive. Et puis voilà, là, on était bien escortés par les militaires et les gendarmes qui sont à Djibo. Voilà. Et puis les conditions de tournage, on peut dire aussi que ce n'était pas vraiment les meilleurs du monde, mais on était préparé psychologiquement à cela et on savait que la situation n'était pas aussi simple que ça. Donc nous, on s'est préparé psychologiquement pour ça, donc ça ne nous a pas surpris. Alors, de ce que vous avez vu et entendu à Djibo, durant donc ce reportage, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Bon, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le courage de ces Djibolais qui traversent cette situation, et même ils le disent dans le reportage. Les terroristes viennent tout le temps à partir de 16h, tous les soirs, à partir de 16h dans la ville. Et eux aussi, ils sont obligés, ceux qui sont dans le marché, ceux qui, les tenanciers des boutiques et les autres, arrivent quand même à quitter leur lieu de commerce, leur lieu de travail à partir de 16h, 15h. Vraiment, j'admire ce courage. Bon, ça aurait été dans une autre localité, les gens n'allaient même pas sortir, mais eux, au contraire, ils ont quand même ce courage de sortir, chercher leur gain et puis rentrer à 14h, 15h, quitter leur lieu. Vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué dans cette ville de Djibo.
Est-ce qu'on note quand même, c'est qu'il y a toujours la vie dans le centre de la ville survit, tout le monde va à ses occupations. Et puis voilà, c'est dans la journée, dans la matinée, c'est comme si cette ville n'est même pas menacée. Tu vois, les gens sortent, et voilà, tout le monde va à ses occupations. Et voilà, les gens vivent quoi. Sauf qu'à partir dans l'après-midi, à partir de midi, 14h, donc tu sens un peu que l'engouement commence à diminuer et puis les gens, chacun rentre chez lui. Voilà. Alors, vous avez écouté ces guibolets, vous avez également circulé un peu dans le centre de la ville avec les éléments de l'armée burkinabé. Quel est votre message aujourd'hui à l'endroit donc de ces guibolets que vous avez écoutés et aussi des militaires avec qui vous avez circulé, qui sont toujours sur place à Djibo? Mon message est simple et clair. En fait, c'est d'inviter les deux parties, les civils et les militaires, à collaborer, à partager des informations, surtout les civils. De plus, en plus elle fournit les bonnes informations aux militaires, plus elle contribue à sa sécurité. Donc ce sont souvent les terroristes, même les militaires le savent, ils disent souvent que souvent ils encadrent la ville, et puis à un moment donné ils entendent des tirs à l'intérieur de la ville, ils savent même pas d'où viennent ces terroristes là. Donc il y a un problème de renseignement qui se pose à ce niveau là, et donc il faut la collaboration des civils en renseignement et tout. Donc je pense qu'à ce niveau, si la population contribue, la population file des bonnes informations aux militaires, je pense qu'à un moment donné la paix va régner à Djibo. Ça veut dire également que ces populations aujourd'hui qui s'engagent aux côtés des groupes terroristes ne sont pas étrangères. Ne sont pas du tout étrangères. Quand on explique, on sait déjà, on peut déjà faire une idée. C'est pour dire que quand tu prends les militaires, ils encadrent la ville, et puis à un moment donné, on entend des tirs à l'intérieur de la ville. C'est que l'ennemi est parmi la population, il vit avec eux, donc à un moment donné, c'est ce problème-là qui s'impose, le renseignement. Donc s'il y a la collaboration, je pense que tout ça là pourrait vraiment prendre fin. Mais là, ce qu'on remarque surtout à travers le reportage, c'est que l'armée est bien présente à Djibo. Vous l'avez souligné dans le reportage. L'armée est présente et est prête à toute éventualité. Tout à fait, l'armée est présente. Elle fait de son mieux. Et voilà, elle contribue. Voilà, je vois. Elle circule quand même dans la ville de temps en temps pour vraiment s'occuper. Donc on espère que ça va être de la bonne manière et puis ça va permettre à la paix, à Djibo de retrouver la paix. À Djibo, après la sécurité, c'est le problème de l'eau qui se pose actuellement. L'ONEA totalise 3 stations de pompage d'eau à Djibo. Donc les 2 stations ont été vandalisées par des terroristes. Donc il ne reste qu'une seule station de pompage. Et donc cette station-là, à elle seule, ne peut pas desservir toute la ville de Djibo. Donc il y a un problème d'eau qui s'impose. Donc les populations sont obligées de se retrouver au niveau du barrage de Djibo pour pouvoir creuser des puits afin de retrouver de l'eau pour étancher leur soif. Ça, c'est le deuxième problème actuellement qui se pose à Djibo. Quand vous êtes allé sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est dit, j'allais dire, sur les réseaux sociaux? Bon, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment vrai. Moi-même, avant d'aller là-bas, j'ai cherché des informations sur Djibo, j'ai tombé sur des informations souvent. Moi-même, à un moment donné, j'ai eu peur d'aller là-bas. Mais quand je suis arrivé, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est Djibo ou bien c'est une autre ville? Parce que tout ce qui s'est raconté sur les réseaux sociaux n'était pas vraiment vrai. Bon, la ville survit, la ville vit, les gens vivent. Bon, ils n'ont pas de soucis pour le moment, même si l'insécurité qui règne à Djibo et aux alentours. C'est vraiment de dire aux gens de se méfier, de ne pas divulguer de fausses informations parce que souvent ça peut contribuer à dégrader de plus en plus la situation. La situation sécuritaire. Donc l'armée est présente à Djibo. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a la menace terroriste tout autour de la ville, mais à l'intérieur, les gens vivent, les gens évacuent à leurs occupations. Est-ce qu'il y a les réseaux téléphoniques à Djibo? Téléphoniques à Djibo, ça c'est un autre problème encore qui se pose. Bon, les 2 compagnies, Telmop et puis Airtel,
ne sont plus là. Il y a le télécell qui balance de temps en temps, qui vient et qui part. Mais au moment où je faisais le reportage, il n'y avait aucun réseau téléphonique à Djibo. Donc ça pose vraiment un problème de communication. Voilà. Donc ça fait que ça aussi, ça contribue vraiment à contribuer à la... Bon, je sais pas, pour donner des fausses informations aux populations, aux autres qui sont en dehors des Djibo. Donc ça, c'est un autre problème qui se pose. Donc je crois qu'il y a Télécell actuellement, je viens d'avoir quelqu'un, il y a Télécell qui est de retour. Maintenant, c'est les deux compagnies qui ne sont pas là, Telmop et puis Orange. Orange a quitté depuis plus d'1 mois, depuis en janvier. Et puis Telmop, c'était la semaine surpassée. Voilà. Merci à vous, Issa Oumaratier, pour ces témoignages supplémentaires, en tout cas, qui s'ajoutent au reportage déjà que nous avons suivi. Merci. Je vous en prie. Et dans la suite des décryptages, nous parlons de la situation politique avec cette sortie médiatique du MPP 2 mois après la perte du pouvoir. Le parti demande la libération de Roch Marc Christian Kaboré. C'était l'occasion également pour son président Alassane Balassah Kandé de se prononcer sur les démissions qui frappent actuellement le parti. Abdoulaye Kinda nous fait les comptes rendus avant qu'on en parle avec Stéphane Sanou qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Après une minute de silence, observé en la mémoire des victimes des actes terroristes et du coup d'État du 24 janvier dernier, les premiers responsables de l'ex-parti au pouvoir MPP ne sont pas passés par 4 chemins pour demander la libération de Roch Kaboré. Selon les membres du MPP, Roch Marc Christian Kaboré n'est pas détenu dans de bonnes conditions. Il a été déplacé d'un point A à un point B, d'un point B à un point C et probablement d'un point C à un point D. Pour moi, ce n'est pas une résidence surveillée, mais le président Kaboré est en détention. Donc pour nous, résidence surveillée où il ne peut passer qu'1 heure avec ses enfants, où il n'a pas droit au téléphone, où il n'a pas droit à des visites qu'il aurait souhaitées, parce qu'aujourd'hui, il ne peut le voir que son médecin, ses aides de camp, ses enfants, son épouse, et ce pour 1 heure. Il n'a plus accès à son téléphone. Voilà la situation que vit le président Kaboré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Le président Roch Marc Christian Kaboré n'étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans condition. Le MPP invite la population burkinabé à se joindre à lui pour exiger la libération de l'ex-président Roch Kaboré. Le MPP invite pour ce faire tous les démocrates et patriotes épris de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger la libération du président Kaboré. Le président du MPP s'est prononcé aussi sur la démission des 46 membres du BPN. Les démissions. Je voudrais vous dire qu'en tant que président du parti, une seule démission, je dis bien une seule démission, lorsque j'apprends ça me chagrine. A fortiori, un nombre de 46 pour le moment qui a été avancé. Je voudrais tout simplement dire que l'adhésion au MPP est libre, la démission est libre. Il ne me revient pas ici de juger de l'état d'esprit de tout un chacun, de la valeur morale ou éthique de tout un chacun. Et je voudrais dire que nous n'avons pas épuisé le débat à l'intérieur. Nous n'avons pas été informés, nous avons appris comme vous tous. Le bureau exécutif national du MPP a invité l'ensemble des militants du parti à rester mobilisés. Et le décryptage de cette actualité politique, c'est avec Stéphane Sanou. Stéphane Sanou qui est avec nous. Bienvenue. Merci Bébé Kambou. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est la première sortie médiatique du MPP, 2 mois après la perte du pouvoir. Et ce qui est demandé premièrement par ce parti, c'est la libération de Roch Marc Christian Kaboré. Tout à fait, Bébé Kambou. Je pense que l'ex-parti au pouvoir ne pouvait pas demander autre chose que la libération de Roch Marc Christian Kaboré. Hormis ce parti, il y a d'autres organisations ou d'autres voix qui se sont levées pour justement demander la libération de Roch Marc Christian Kaboré. Donc je crois que le parti est dans son droit, comme je l'ai dit, de demander la libération de Roch Marc Christian Kaboré et
plus que le parti, d'autres personnes même se posent la question de savoir pourquoi Roch-Marc Christian Kaboré est toujours détenu, est toujours en résidence surveillée selon la version officielle, même si le parti au pouvoir parle maintenant de détention privée parce que comme il était déplacé de plusieurs villas à d'autres villas, donc je crois que le parti au pouvoir aussi dans sa logique peut parler de détention privée, mais comme je l'ai dit, on se demande jusqu'à présent pourquoi Roch-Marc Christian Kaboré est toujours en résidence surveillée. Est-ce qu'il y a des problèmes autres que ce qu'on... Bon, il y a quel genre de problème, disons, quel genre de problème qui fait que jusqu'à présent, il est toujours en résidence surveillée? Est-ce qu'il est toujours une menace quand on regarde de plus près ou de plus loin, on ne voit pas véritablement une menace. Est-ce qu'il est une menace pour le pouvoir en place? Je ne crois pas. D'autant plus que c'est quelqu'un même qui a par fini collaborer et pour que le MPSR puisse prendre le pouvoir. Quand je dis collaborer, je parle de sa démission qu'il a facilement, bon, je ne dirais pas facilement, mais qu'il a quand même donné, qu'il a quand même signé pour que le MPSR puisse prendre royalement le pouvoir. Donc je ne vois pas, à moins qu'il y ait autre chose, comme tout le monde le dit, si c'est vraiment pour sa sécurité, bon, là on pourrait comprendre, mais déjà hier et avant-hier, ou disons dans la semaine, plus précisément, des gens disaient que le président même avait quelques malaises, qu'il est un peu souffrant. Donc, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, il est toujours détenu. Si c'est vraiment pour sa sécurité, comme je l'ai dit, là, on pourrait comprendre, mais à ce stade, et qui connaît le président Roch-Marc Christian Kaboré de tout ce qu'on dit actuellement, de tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on a dit dans le passé, c'est un homme qui n'est vraiment pas, qui est un homme tempérant, un homme qui n'aime pas rentrer dans les histoires de crise, qui n'est pas trop, qui tape pas du sur la table, donc il n'est pas menaçant. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent il faut le garder. Je pense que s'il n'y a vraiment pas quelque chose de très inquiétant, ce sera mieux de le libérer, de lui permettre de pouvoir vivre librement, bénéficier de certaines visites qui pourront bien sûr lui faire plaisir, que plutôt de restreindre ses visites ou bien ses libertés, parce que tout homme vraiment a besoin de liberté et si on le libère, il pourra bien sûr bénéficier aisément de son statut d'ancien président et jouir des avantages qui découlent autour de ce statut. Et quand on écoute Alassane Bala Sakandé, il dit que ses libertés ont été restreintes. Il parle par exemple de ce que il a par exemple, il ne peut voir ses enfants, son épouse et son médecin que pour 1 heure. Que pour 1 heure justement, et aussi ses heures de camp. Donc vous voyez, c'est ce que je dis, ce sont des visites assez restreintes pour 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'on peut bien sûr dire à son épouse, qu'est-ce qu'on peut dire à ses enfants, surtout que il y a beaucoup de choses à se dire, on a besoin même de causer avec lui pour lui remonter le moral, parce que ça ne doit pas être simple de perdre le pouvoir de la sorte. Donc être en compagnie de sa famille et pouvoir causer, échanger pleinement, je crois que ça rassure. Mais si ces visites sont vraiment restreintes en 1 heure de temps, je ne vois pas vraiment comment il pourra bien échanger avec son épouse ou bien ses enfants ou ses aides de camp. Donc peut-être aussi à la limite, même si on ne peut pas le libérer comme ce qui est demandé, je crois que on pourrait au moins se allonger bien sûr les visites et aussi un peu ouvrir les visites à quelques personnes qui pourront bien sûr lui apporter le soutien et le moral nécessaire. On n'oublie pas qu'à l'appel de Maninga, qui grâce à la collaboration du MPSR avait pu justement rentrer en contact avec lui, avait eu une visite avec Roch-Marc Christian Kaboré et pour pouvoir causer avec lui. Je crois que le président a besoin de ce genre de choses aussi pour pouvoir se sentir un peu. L'autre objet ou l'autre sujet de cette conférence de presse du MPP, ce sont les démissions qui frappent actuellement le parti. Tout à fait. Est-ce que c'est une surprise cette démission? Je ne crois pas. Vous savez bien que quand on n'est plus au pouvoir, il faut s'attendre justement à plusieurs facettes négatives, et dont les démissions. Et n'importe qui ne peut pas accepter facilement de ne plus être au pouvoir, parce que tout le monde connaît les avantages du pouvoir. Mais ce qui est à déplorer justement dans ces démissions, on ne sait pas pourquoi les gars démissionnent.
Donc pour convenance personnelle, il faut expliquer quand même à l'opinion nationale pour qu'on démissionne. Dire que c'est pour convenance personnelle, je crois que c'est vraiment une formule trop bateau pour dire que c'est pour convenance personnelle. Je crois qu'il faut que et puis ces leaders, les Abdoulaye Moussé quand même, qui sont assez bien suivis par les gens, il faut vraiment dire clairement ce qui se passe pour ne pas que les gens spéculent ou les gens opinent comme ils voudraient. Oui, il faut bien sûr édifier les gens, il faut bien sûr éclairer les gens pourquoi vous démissionnez. Sinon, les gens pourront bien sûr vous qualifier comme d'habitude. Et c'est comme je l'ai dit, quand on perd le pouvoir, il faut s'attendre vraiment à ne plus être comme avant. On va perdre des amis, même dans la vie sociale comme ça. Et quand on est dans un bon poste quelque part, les amis qu'on a, c'est pas évidemment des amis. Hein. C'est quand on va perdre le poste que on pourra savoir qui sont vraiment les vrais amis. Donc, je crois que c'est la même chose que pour le pouvoir. Et actuellement, il faut s'attendre justement à d'autres démissions, il faut s'attendre à d'autres démissions, mais même si d'autres parlent de la création d'un autre parti d'ici là dans les jours et quelques semaines à venir, certainement on pourrait encore venir parler de cela ici, Kodjokamou. Et ces démissions ne frappent pas que le MPP, l'ancien parti au pouvoir. Il y a bien d'autres partis comme le NTD, le CDP, le MBF, le MODEM, l'UPC qui sont frappés par ces démissions. C'est le thème d'ailleurs de Ça fait débat de 7 jours dans la savane cette semaine. On en parlera. Ce sera dans la dernière partie de l'émission avec deux invités qui vont nous rejoindre d'un moment à un autre. Merci à vous. Merci Stéphane Sanou pour votre égard sur cette actualité. Merci à tous et à toutes. Tout de suite, nous parlons de l'actualité dans la sous-région. La CEDEAO maintient les sanctions économiques à l'encontre du Mali. Des résolutions sont également prises sur les situations sociopolitiques en Guinée et au Burkina Faso. C'est ce que l'on retient des conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu donc vendredi à Accra, au Ghana. Résumé du communiqué final donc de ce sommet avec Issa Oumaratié avant de retrouver Amadé Adamasoro, notre spécialiste des questions internationales, pour en parler. C'est après avoir examiné les rapports des missions diplomatiques dépêchés au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, ainsi que les mémorandas sur les situations politiques et sécuritaires dans les trois pays que les chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet extraordinaire ont pris un certain nombre de résolutions. Sur le Mali, la conférence note que la situation sécuritaire et humanitaire continue de se dégrader avec les attaques de groupes terroristes causant des victimes militaires et civiles. Compte tenu de la conjoncture politique et sécuritaire mondiale, il est urgent de parvenir à un accord sur le chronogramme afin d'éviter la dégradation de la situation du pays. Elle engage donc les autorités de la transition à s'inscrire dans une période complémentaire de 12 à 16 mois arrêtée par l'équipe technique CEDEAO, Union africaine et Nations unies pour l'extension de la transition tenant compte des activités nécessaires à l'organisation de l'élection présidentielle. Ce délai complémentaire court à partir du 15 mars 2022, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. La conférence décide en outre de maintenir les sanctions économiques prises à l'encontre du Mali le 9 janvier 2022 et ce, en dépit de l'ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA qui prononce la suspension des dites sanctions. Sur la situation politique au Burkina Faso, la conférence dit exprimer sa profonde préoccupation par rapport au maintien en détention de l'ancien président Roch Kaboré et exige sa libération inconditionnelle et sans délai. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se disent également très préoccupés par la durée de la période de transition fixée à 36 mois par la charte de la transition. Cependant, ils ne proposent aucun autre délai, mais demandent la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022. Passé ce délai, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur, indique le communiqué final du sommet. Le sommet décide également de nommer un médiateur pour le Burkina Faso afin de faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes et assurer une transition réussie. En ce qui concerne la situation sociopolitique en Guinée, la conférence exprime sa forte préoccupation par rapport à l'absence de visibilité sur la transition et déplore le non-respect du délai de 6 mois fixé par la CEDEAO pour la tenue des élections. La CEDEAO dit regretter en outre le fait que le chronogramme de la transition en Guinée ne soit toujours pas disponible et les priorités pas non plus définies.
Elle note aussi une dégradation de la situation sociopolitique du fait de l'insuffisance du dialogue entre le gouvernement et les acteurs politiques et de la société civile. En conséquence, indique le communiqué final, la CEDEAO demande la finalisation d'un chronogramme acceptable de la transition au plus tard le 25 avril 2022, délai après lequel des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. Et l'on en parle sur ce plateau avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour Kambo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, parlons d'abord des décisions de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO concernant le Burkina Faso. Les chefs d'État de la CEDEAO se disent préoccupés du délai de 36 mois fixé par la charte de la transition pour donc cette période transitoire. Et il est demandé aux autorités de la transition au Burkina de fournir un chronogramme avant la date du 25 avril, sans quoi des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. Absolument. Je pense qu'il est quand même important, à l'étape actuelle, de faire une analyse profonde de la situation au niveau des pays membres de la CEDEAO. Je n'ai pas parcouru, bien sûr, tous les textes de la CEDEAO, mais je sais, peut-être de bon sens, qu'il n'y ait pas un délai fixé pour une transition. Est-ce que si, par exemple, c'est vrai que la CEDEAO, qui est notamment le protocole additionnel lié à la bonne gouvernance et à la démocratie, bannit en réalité les coups d'État, ne peut pas, en tout cas, dire que s'il y a une transition, ça doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a aucun texte en la matière, étant donné que ce sont des situations exceptionnelles. Ce qui arrive. Donc pourquoi faire un fétichisme sur un délai donné, d'autant plus que c'est vrai qu'on estime que les textes de la CEDEAO sont des textes un peu supranationaux, mais je pense qu'on doit également tenir compte de certaines réalités sur le terrain, notamment des pays membres de la CEDEAO. S'il n'y a pas alors une jurisprudence ou en tout cas un texte clairement qui stipule que s'il y a un coup d'État, il faut le retour aux affaires normales ou le retour à l'ordre constitutionnel dans un laps de temps, 6 à 10 mois. Tout doit se baser maintenant sur le consensus qui sera dégagé au niveau donc des pays membres de cette institution. Et pour le cas du Burkina Faso, nous tous nous avons suivi le processus qui a abouti effectivement à la fixation des 36 mois comme délai de la transition. Maintenant, alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que il aurait fallu associer la CEDEAO dans les assises nationales, même si ce n'est pas une structure nationale, pour qu'elle puisse se prononcer sur en fait la durée. Puis ce qu'il faut voir, la CEDEAO attend, vous faites tout le travail, vous faites des consultations, vous faites vos rencontres, vous dégagez un délai, puis non, on n'est pas d'accord. Bon, c'est quand même un peu difficile à comprendre, d'autant plus que la principale mission de cette structure, je l'ai toujours dit, c'est l'intégration économique. C'est vrai que par la suite, on a vu qu'on ne peut pas parler d'économie dans un climat austère, dans un climat où il n'y a pas de démocratie, mais ça ne doit pas nous amener à perdre de vue le principal objectif pour lequel cette structure a été donc créée. Donc si la CEDEAO se montre préoccupée par la durée de la transition, même si c'est pour se rattraper, elle a également dit qu'elle était préoccupée par la situation sécuritaire du pays. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait réellement pour que le Burkina Faso retrouve le contrôle sur la plénitude de ses frontières, donc des pans du territoire national. Peut-être on dirait que ce n'est pas de la mission de la CEDEAO de le faire, mais la CEDEAO en tant qu'une organisation qui doit accompagner les différents pays, doit également tenir compte de cela. Sinon, si c'est à chaque fois qu'on parle de la CEDEAO, c'est des élections, alors on pourra peut-être tenter de dire que c'est alors qu'il y a des questions existentielles dans certains pays qui ne sont pas 1000 fois plus en tout cas importantes que les élections. Sinon, on va réduire, n'est-ce pas, la mission de la CEDEAO à l'organisation des élections, et à chaque fois qu'il y a une dévolution non constitutionnelle du pouvoir, alors que cette instance-là travaille
à un retour constitutionnel, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que les situations étant ce qu'elles sont, il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour tenir compte effectivement donc, de la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage sur 100 Burkinabés, et plus de 90 ne vont pas se prononcer sur l'organisation immédiate des élections, mais sur la sécurité, le retour des déplacés internes, la sécurisation du pays avant de passer à autre chose. Alors, il est demandé donc aux autorités de la transition de fournir un chronogramme avant le 25 avril, sans quoi il y aurait des sanctions économiques et financières. À quoi faut-il s'attendre? Je ne pense pas qu'il y ait en tout cas un seul Burkinabé qui souhaite que son pays soit sanctionné. Mais si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ça va encore davantage braquer les populations ouest-africaines contre la CEDEAO, qui n'auraient pas peut-être tiré leçon de la situation au Mali, et puisque ces sanctions ont donné donc lieu à des manifestations anti-CEDEAO. Et je pense qu'on doit retenir la leçon, évoluer vers en tout cas une posture où les décisions qui seront prises en amont seront effectivement rencontreront l'assentiment des populations à la base. C'est ça en fait, cette convergence de vues, d'action, d'aspiration qui fera la force effectivement de cette instance internationale, du moins sous-régionale africaine. Autrement, on va chaque fois tourner en rond, et puisque les coups d'État, les soulèvements populaires, ce ne sont pas des schémas qui sont prévisibles. C'est peut-être l'évolution en dents de scie de la situation sur le terrain qui impose ce genre donc, de changement. Donc ici, je pense que le dialogue doit continuer, la concertation doit continuer, mais en tenant compte de certaines réalités, parce que la marche d'un pays n'est pas un parcours linéaire. Il y a forcément des zigzags et des situations qui appellent la clairvoyance, qui appellent également une certaine indulgence. Merci à vous pour ce regard en ce qui concerne les résolutions qui ont été prises sur le Burkina. À présent, parlons du Mali. À la veille donc de ce sommet, il y a eu cette décision ou cette ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA qui a demandé la suspension des sanctions. Mais contre toute attente, ces sanctions contre le Mali ont été maintenues à l'issue de ce sommet. Vraiment, si je vous dis que je comprends beaucoup de choses dans cette situation, je n'ai pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que tantôt, on ne sait pas quelle est cette instance même qui prend les sanctions. Si par exemple, on table sur la CEDEAO, nous savons que la CEDEAO n'est pas une instance financière. Oui. Voyez-vous? Alors donc, ce que la CEDEAO peut prendre comme décision ou comme sanction, c'est peut-être la fermeture des frontières. Laquelle mesure ne figure pas, effectivement, dans les textes de la CEDEAO. Si on se rabat maintenant sur la question des sanctions financières, notamment avec la BCAO et de l'UEMOA, alors on se rend compte que, je ne sais pas si le sommet de la semaine écoulée, est-ce que c'est un sommet qui concerne la BCAO et l'UEMOA? Pourquoi on parle de maintien des sanctions financières? Puisque dans le communiqué, à moins qu'il y ait en tout cas un vase communicant entre la CEDEAO et la BCAO. Et là, on est face vraiment à un dilemme, puisqu'il y a des pays membres de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Oui. Pourquoi ils seront solidaires des sanctions prises par la BCAO, notamment l'UEMOA, par rapport à une question qui est liée à la CEDEAO? Voilà pourquoi je vous dis, c'est un véritable galimatie désordre, bon, je ne dirais pas désordre, mais en tout cas, c'est un peu difficile à comprendre. Et tout ça, ça montre que c'est souvent des décisions qui ne sont pas mûries et qui, en réalité, amènent les populations à souffrir. Puisque les personnes qui sont désignées, c'est quoi interdire un dirigeant de voyager, ou bien le gel de ses avoirs, et certains n'ont même pas assez d'avoir, n'en parlons pas de les geler. Alors donc ici, il faut qu'il y ait une certaine lisibilité. Voilà. Soit on décrète des mesures qui seront appliquées à tout le monde, soit on remet tout à zéro et on essaie de voir, on se remet en cause, on essaie d'adopter de nouveaux textes qui vont prendre en compte, n'est-ce pas, la question de la dévolution du pouvoir en Afrique et notamment travailler à assainir le milieu politique, à faire en sorte que la bonne gouvernance soit la chose la mieux partagée. En ce moment, et que
les aspirations de la jeunesse africaine de plus en plus, qui donne de la voix de plus en plus, puissent être également prises en compte. En ce moment, nous saurons donc que les décisions qui seront prises par la CEDEAO vont être entérinées à la base et que cela va accélérer leur mise en œuvre sans qu'il n'y ait pas d'obstacles, sans que cela nécessite vraiment des sentiments anti-CEDEAO. Parce que l'opinion publique actuellement, ou en tout cas au niveau de la jeunesse, estime que ces chefs d'État réunis au sein de la CEDEAO ne font que travailler à préserver, n'est-ce pas, les intérêts des uns et des autres, en termes, donc, je parle bien sûr des dirigeants, même si cela, sur le terrain, n'a pas de conséquences valorisantes pour l'économie, pour la sécurité, pour la culture, etc. Donc je pense que la CEDEAO doit revoir sa manière de faire pour que ces actions soient en tout cas approuvées par la jeunesse africaine, notamment ouest-africaine. Donc les sanctions économiques contre le Mali qui sont donc maintenues. En ce qui concerne la durée de la transition au Mali, on a vu cette mission cette semaine de Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Il a rencontré les dirigeants de la transition au Mali. Il y a eu des propositions qui ont été faites de part et d'autre. Les autorités de la transition ont réduit la durée proposée jusqu'à 24 mois, alors que la CEDEAO est dans une logique de 12 à 16 mois. Absolument. Donc il y a une période de 8 mois de différence entre les deux propositions. Mais pourquoi il n'y a pas d'entente jusque-là? Mais c'est quoi, moi je me pose la question, c'est quoi 36 mois? C'est quoi 24 mois dans la vie d'une nation? Est-ce que les nations se construisent en 20 mois, en 30 mois, même en 50 mois? Non. Je pense que le problème n'est pas le délai en fait. Le problème est ailleurs. L'orientation politique dont vous avez parlé. Le problème est ailleurs. C'est quoi 24 mois, 36 mois, même 60 mois dans la vie d'une nation? Mais c'est pratiquement insignifiant. Voilà. Mais je pense qu'il y a, surtout qu'on a des prétextes. Il y a la question de sécurité. Vous voulez qu'on organise par exemple les élections à Bamako, à Tombouctou, et puis c'est fini? Non. On a vu l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Oui, tout à fait. Qui a été libéré, décédé par... Aujourd'hui, par Burkina Faso, si on doit organiser une élection au Burkina Faso, quelle légitimité le pouvoir va avoir? C'est pas seulement... Étant donné que l'élection ne pourra pas s'étendre sur toutes les avenues non, je pense qu'on doit essayer d'être un peu raisonnable et de ne pas tout ramener à l'élection. Les élections ne sont pas le seul baromètre de la démocratie. C'est vrai que c'est un levier important, mais ce n'est pas le seul baromètre d'une bonne santé démocratique dans un pays. Il faut qu'il y ait, en tout cas, je vais dire, un espace ou un climat propice à l'organisation d'élections, afin qu'on puisse vraiment donner du crédit aux autorités qui en seront issues. Alors, nous parlons à présent de la Guinée. Ce qui a été demandé au Burkina Faso a été également demandé à la Guinée. Chronogramme avant le 25 avril, sinon sanctions économiques et financières. Voilà, je me pose des questions pour savoir, pour le Burkina c'est déjà comme le Mali, hein. Alors si on est asphyxié, si on est à la BCAO, on a l'UEMOA, contrairement à la Guinée, qui a sa propre banque centrale. Oui. Bon, côté sanctions financières, j'attends de voir comment est-ce que la Guinée pourrait être sanctionnée financièrement par la BCAO. Pour le Burkina, on prie, hein. On prie pour qu'il n'y ait pas de sanctions, parce qu'on a été contre les sanctions sur le Mali. On ne peut pas être pour les sanctions, a fortiori pour son propre pays, ni pour la Guinée. Alors, donc je pense que recourir aux sanctions n'est pas forcément la meilleure option. C'est vrai que c'est un indicateur, parce que si vous avez Comment peuvent-ils sanctionner la Guinée d'ailleurs, qui a sa propre monnaie? Je me pose des questions, sauf peut-être fermer les frontières, ça c'est au niveau de mais fermer les frontières avec un pays qui a un débouché maritime, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand chose. Voilà. Donc ici, vraiment j'attends de voir, hein. Je ne peux pas me prononcer sur le format de des sanctions qui seront prises, mais j'estime que, est-ce que déjà au niveau de la Guinée, les gens ne sont pas dans cette disposition d'esprit et c'est maintenant de voir, puisque ce qui est quand même marrant, ce qui est quand même un peu compliqué, c'est que la plupart de ces régimes-là, de ces coups d'État, surviennent suite à des régimes démocratiquement élus, même plébiscités. Oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut de l'avoir. Il faut de l'avoir. Si aujourd'hui encore, on fait tout, on organise encore une élection, et puis après, il y a un coup d'État encore.
Et regardez, au Burkina, ça a coûté combien? Des milliards. Je ne sais pas si c'est 50 ou quoi, milliards, je ne me rappelle plus. Ouais. Regardez, tous ces montants, c'est combien d'hôpitaux, c'est combien d'équipements militaires pour la FDS, c'est combien d'infrastructures sociales, etc. Vous voyez? Juste prendre l'une, mettre là, c'est ça qui va nous coûter des milliards. Ouais. Or, nous avons des projets existentiels. Je pense qu'à un certain moment, il faut les en garder et essayer donc de réfléchir sur d'autres... d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des pays qui ont émergé, mais qui ne sont pas passés par le système démocratique occidental, mais qui sont aujourd'hui, en fait... L'appel n'est pas de revenir sur le choix politique qui a été fait, mais c'est d'essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration à faire pour que nous puissions atteindre les objectifs. Puisque après tout, c'est l'être humain qui est le plus important. C'est l'être humain qui est le plus important. On va terminer peut-être par ce bout. Peut-être on peut rappeler aussi au passage qu'il a annoncé la nomination d'un médiateur pour le Burkina Faso désormais, et aussi un médiateur pour la Guinée. Et Goodluck Jonathan est déjà le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Alors, est-ce que les pays aujourd'hui qui sont dirigés par des régimes issus de coups d'État, à cette allure, ne vont pas finir par coaliser? Moi, je pense que ce n'est pas une option invraisemblable, parce que qui se ressemble, ça semble. Si vous êtes traqué, jusque dans vos derniers retranchements, l'instinct de survie va amener ces régimes-là à coaliser. Comme nous voyons actuellement sur d'autres scènes internationales. On voit que, par exemple, il y a des pays, on voit la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui sont en train de faire une coalition. Bien que ces pays ne partagent pas de frontières. Absolument. Sont en train de coaliser. Pour faire front au monde occidental. Nos trois pays ouest-africains, Burkina Faso, Mali, Guinée. Et si cette coalition est faite, en tout cas, jusqu'en Guinée, en passant par le Mali, ça va affaiblir en fait la CEDEAO. Donc, il ne faut pas jeter, comme on dit, des bébés avec l'eau de bain. Il faut trouver un consensus, ou du moins un accord à minima, pour sauver les institutions. Nous avons certes besoin de la CEDEAO, mais nous avons besoin d'une CEDEAO compréhensible, d'une CEDEAO qui a pour mission d'accompagner les États et non de les mettre dans des situations où ils ne peuvent plus respirer. De les asphyxier. Absolument. Merci à vous, Amadia Damasoro, en tout cas pour votre regard sur ces conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, tenu donc ce vendredi à Accra, au Ghana, sur les situations politiques au Mali et au Burkina Faso, mais aussi en Guinée. Merci une fois de plus pour le décryptage de ces actualités. Et vous n'aurez pas votre édito aujourd'hui. On va tout de suite à Ça fait débat. Les sujets qui fait débat cette semaine, ce sont ces démissions qui frappent plusieurs partis politiques au Burkina Faso. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Que vaut finalement l'engagement politique? Quelle pourrait être la conséquence de ces démissions sur la crédibilité de la classe politique? L'on en parle avec deux invités sur ce plateau. À ma gauche, Noufou Zougmoré, il est journaliste passionné de l'histoire politique. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Kambou. Également avec nous sur ce plateau, Draman Ninkema, il est sociologue spécialiste des questions de démocratie et des droits humains. Bienvenue. Merci, M. Kambo. Alors, je l'ai déjà annoncé, nous parlons de cette démission qui frappe en tout cas plusieurs partis politiques en ce moment au Burkina Faso, que ce soit le MPP, l'ex-parti au pouvoir, l'UPC, le CDP, le NTD. On a remarqué assez de démissions durant donc, cette semaine. Alors, les raisons ne sont pas forcément donné. Noufou Zougmoré, je commence par vous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer toutes ces démissions que l'on constate ces derniers jours? Non, c'est peut-être l'actualité qui fait que on croit que c'est maintenant ou que c'est plus accentué maintenant. Sinon, bon, je crois que de tout le temps, depuis qu'on est dans ce choix du processus démocratique, il y a de phénomènes pareils. Mais je crois que ça procède du début de notre démocratie. Vous savez, au début de la démocratie, dans les années 90, nous venons de sortir d'état d'exception. Et
Et nous venons de sortir d'une période, là c'était la période révolutionnaire, et pendant l'intermède de cette période et la période donc, du début donc, du processus démocratique, il y a eu de la résistance, et des cadres qui étaient dans le CNR, certains n'ont pas voulu accompagner le Front populaire. Donc avec le vent démocratique, les partis vont se créer et ces cadres-là vont être dans les partis. Au tout début, avec l'enthousiasme, on a pu comprimer le manque à gagner qu'il y avait parce que les adversaires politiques, on ne les fait pas de cadeaux et ils n'ont pas de promotion. Et maintenant, on a voulu certains dans le parti qui était censé porter les aspirations des seigneurs de l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le robinet et on va travailler davantage à les affamer pour maintenant faire du lobbying indirect pour qu'ils rejoignent leur camp. Ça a été ainsi. Donc, les cadres, vous savez que, comme l'a dit Cabral, la petite bourgeoisie est une classe ambivalente. Et souvent, elle vogue au gré du vent et généralement, elle arrive difficilement à supporter les difficultés. Ces gens-là vont rejoindre le camp du vainqueur et c'est comme ça que le nomadisme va commencer. Donc, à partir de cet instant jusqu'à maintenant, on n'a pas manqué par ce qu'on propose comme offre en termes donc de gains social ou en termes de gains pécuniaires, on n'a pas manqué de voir des gens migrer d'un parti à l'autre. Donc je crois que c'est ça qui explique. Et une autre explication est qu'à partir des années 90, les politiques avaient tué les idéologies. Donc c'est ce qui... il n'y avait plus de conviction, il n'y avait pas de valeurs sur lesquelles on s'appuyait. Donc tout ça a permis qu'on puisse faire la navette, qu'on puisse voguer d'un parti à un autre. Draman Nkiema, pour vous qui êtes sociologue, comment est-ce que vous expliquez ces démissions que l'on constate ces derniers jours au Burkina? Ok, avant tout propos, avant de répondre à votre question, permettez-moi de donner le but d'un parti politique. Alors il faudrait dire qu'un parti politique effectivement vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Alors il faudrait dire que quand on parle de parti politique, il faut une idéologie et un projet de société. Alors on se rend compte que la plupart des partis politiques qui se construisent en Afrique et au Burkina en particulier n'ont aucune idéologie et aucun projet de société. Donc allez-y comprendre qu'effectivement les partis se construisent autour effectivement de personnes. Donc il y a le culte de la personne, il y a la personnification en tant que telle des partis politiques qui pourrait justifier effectivement ces démissions en cascade. Alors comme effectivement le premier intervenant l'a si bien dit, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, ce n'est pas non plus un épiphénomène. Alors si effectivement on a bonne mémoire, depuis le 23 avril effectivement 2009, on a assisté effectivement à une cascade de démission au sein du CDP. Parce que vous n'êtes pas sans savoir effectivement que Marc Yaoub-Kiri et 6 autres camarades, puisqu'ils étaient 7, à démissionner au sein du CDP en arguant effectivement qu'il n'y avait pas de débat politique au sein effectivement du parti. Mais en réalité, c'est leur positionnement au niveau de la liste électorale, au niveau national effectivement, qui a créé le point d'achoppement. Donc il faudrait dire que lorsque on se sent effectivement mal positionné sur les listes électorales, c'est en ce moment effectivement que généralement les démissions interviennent. Alors nous avons effectivement la suite effectivement de... Il y a eu des démissions effectivement au niveau de l'UPC en 2020 avec les Nathanaël. Alors c'est aussi effectivement le fait que ces derniers n'ont pas été effectivement positionnés sur les listes électorales qu'effectivement les démissions sont intervenues. Donc allons-y comprendre qu'en réalité les gens n'adhèrent pas aux partis politiques dans le sens effectivement d'aller vers une vertu, puisque effectivement pour faire la politique il faudrait effectivement être vertueux.
Donc il y a effectivement un manque de vertu au niveau des hommes politiques qui justifie effectivement une telle situation. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Donc quand on écoute vos deux interventions, on se rend compte que ce n'est pas un phénomène nouveau, sauf que les démissions de ces derniers jours étonnent un peu, de par leur ampleur, et ça frappe plusieurs parties en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une explication particulière à donner pour cet aspect-là? Non, en fait, on ne peut pas faire foi à la rumeur, mais il se sûr qu'un nouveau parti est en train d'être créé et que ce parti est à la recherche des cadres. Et comme ce ne sont pas des partis qui prennent le temps de se former ou de se forger, mais ce sont des partis électoralistes qui ont besoin des gens qui charrient derrière eux des foules. Donc, à mon avis, je crois que c'est à cause de cela que vous avez ces démissions donc en cascade. Et bon, c'est contre, à mon avis, espèce sonnante et trébuchante, puisque bon, on ne va pas quitter un parti où on est déjà en pole position, quoique ce parti est en difficulté, pour aller dans un autre parti s'il n'y a pas de contrepartie. C'est ce que je pense. Et il est même avancé une date pour la sortie officielle de ce parti. On attendra de voir si tout ce monde-là qui a quitté va se retrouver là-bas ou bien il vise d'autres destinations. Faut-il s'attendre à ce que ces personnes rejoignent ce nouveau parti dont on parle? Alors, il faudrait que je situe effectivement la particularité de cette démission, ces derniers moments, parce qu'il y a le contexte et le prétexte. Alors, quand je vais prendre le contexte, aujourd'hui, ce qui défraie, ce qui fait que effectivement cette démission défraie la chronique, c'est le contexte dans lequel effectivement ces démissions sont intervenues. Et en plus de cela, effectivement, le prétexte qui a été avancé. Le contexte, c'est quoi? Aujourd'hui, leur leader, effectivement, qui est maintenu dans les liens, qui est séquestré, et je dirais effectivement qui est pris en otage, je pense que ce n'était pas le moment, effectivement, de quitter le navire. Et c'est ce qui a fait que même ceux-mêmes qui n'ont pas soupé avec le MPP sont obligés, effectivement, pour une question de justice, de monter au créneau pour effectivement dire non. Et c'est pas normal qu'effectivement ils quittent dans ce contexte. Donc c'est ce qui fait que, c'est ce qui particularise effectivement ces démissions ces derniers temps. Les 46 effectivement qui ont démissionné, et il paraîtrait que la liste est montée à 104. Oui. Effectivement, donc c'est le contexte surtout qui interpelle. Alors, ce qui témoigne ça, que... c'est pour le MPP, hein? Pour le MPP, je parle du MPP, puisque c'est plus au niveau du MPP, effectivement, que je vais effectivement poser effectivement l'analyse pour dire que pourquoi aujourd'hui les gens effectivement dénoncent le fait que les 46 quittent le navire. C'est surtout le contexte, comme je l'ai si bien dit. D'abord, ils devraient créer une union sacrée autour effectivement de leur leader et demander à ce qu'on le libère bien avant effectivement de prendre de telles postures et donner des raisons. Alors j'ai parlé du prétexte également. Qu'est-ce qu'ils ont avancé comme raison? Convenance personnelle, raison personnelle. Mais en politique, je pense que quand on s'assume, quand on quitte effectivement une formation politique dans laquelle on a milité, on doit être capable de dire pourquoi on quitte. Parce que la démission en soi, elle n'est pas mauvaise. Parce que généralement, les démissions au Burkina Faso interviennent dans des situations de crise. Sinon, démissionner en soi n'est pas effectivement une mauvaise chose. Je peux, par exemple, puisque quand je démissionne à l'heure où le parti effectivement a le vent en poupe, et que effectivement je me rends compte que l'orientation effectivement du parti n'est pas celle souhaitée, je peux prendre effectivement des postures pour dire effectivement que je ne me retrouve pas dans un tel parti. Mais généralement, quand on prend une telle posture, c'est parce qu'effectivement, on œuvre plus pour l'intérêt supérieur de la nation, plutôt qu'effectivement son ventre. Alors parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis forcé effectivement de donner raison à Jean-François Bayard, effectivement, qui dit l'État en Afrique, la politique du ventre. Et généralement, lorsque on voit, vous avez posé la question, qu'est-ce qui vaut aujourd'hui l'engagement politique? Surtout au Burkina Faso, l'engagement politique ne vaut rien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que généralement, je dirais même qu'au Burkina Faso, pour réussir en politique, il faut être rusé.
Et la ruse, effectivement, c'est quoi? C'est juste poser effectivement des actes pour pouvoir effectivement satisfaire ses intérêts personnels. On n'a pas besoin d'être intelligent pour pouvoir réussir en politique. Et quand je dis réussir en politique, ce n'est pas une réussite pour moi. La réussite en politique, c'est lorsque, effectivement, en tant qu'intellectuel, je prends des postures, je prends effectivement des engagements en vue, effectivement, de développement de ma nation. Mais lorsque on voit généralement, même ceux qui sont barrés de diplôme, quand ils viennent effectivement en politique, ils se laissent phagocyter effectivement par leur formation politique. Ils ne prennent pas de posture effectivement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'existence de la population. Donc nous sommes amenés effectivement, nous sommes effectivement obligés de reconnaître que l'engagement politique au Burkina Faso ne vaut rien. Non, mais bon, je voudrais, à sa suite, dire même qu'au-delà des partis, il y a problème. Vous avez vu des partis ici, avant que le MPP ne prenne les rênes du pouvoir, fustiger le MPP pendant quand même des campagnes. Je vais parler avant leur premier mandat. Les partis ici, pendant la campagne, on fustigeait le MPP, mais ils sont allés et au MPP après, prendre des Marocains et gérer le pouvoir avec le MPP. Deuxièmement, ces partis, je ne crois pas qu'il y ait eu un quelconque protocole qu'ils aient demandé à l'air allié. Signé avec le parti qui a gagné les élections avant de s'engager à ses côtés. Justement, ils sont allés tout simplement parce que ce parti-là avait gagné les élections. Et ce n'est pas le Burkina seulement. Si vous prenez l'exemple d'un pays comme le Mali, c'est devenu le sport favori. Pendant la campagne, les adversaires, c'est qu'ils sortent, mais c'est extraordinaire. Mais dès lors qu'un parti se dégage comme étant vainqueur, ils accourent tous dans un regroupement de partis majoritaires. Donc, ce qui advient aujourd'hui au sein de l'ex-majorité ou de l'ex-parti au pouvoir, ça ne doit pas surprendre, puisque c'est un regroupement d'ambition. Ce n'est pas un véritable parti. Un parti a des militants. Vous avez vu les quelques survivances, par exemple, en Afrique. Même quand on a secoué les cocotiers, quand certains partis ont perdu le pouvoir, des militants sont restés jusqu'à présent. Je vais prendre l'exemple du FPI, que je ne soutiens pas. Les Gouards, là, c'est des gens qui pouvaient rejoindre facilement le camp Ouattara. Ils ont même été démarchés. Justement. Certains sont restés fidèles à leur mentor. Justement. Mais quand, par exemple, un parti recrute sur la base du CV, mais un CV ne fait pas d'un cadre, ne fait pas la promotion de cadre politique. Mais un cadre politique est différent d'un cadre formé dans les universités. Je regrette, mais c'est devenu un sport. Il y a eu une élection municipale où une seule voix n'a pas permis à l'IPC de remporter une mairie. Mais c'est parce qu'on est allé ramasser du tout venant. Sinon, si c'était un militant convaincu, il n'allait pas leur créer ce problème. Donc, moi je crois que c'est un cirque entretenu. Et je crois en plus que la manière dont le MPP est arrivé au pouvoir, une première difficulté ne pouvait que créer cette hémorragie que nous constatons. En 8 mois, on ne peut pas remporter le pouvoir et croire qu'on a des gens qui croient aux valeurs que vous défendez. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de parti spontané en politique. Donc, le MPP, vous voulez dire que le MPP n'avait recruté que des opportunistes? Non, en dehors des choses, des fondateurs. Mais le MPP, à mon avis, apparaît comme une association privée qui appartenait peut-être à 3 personnes. Les autres ont accouru parce qu'ils s'attendaient à des contreparties.
Avant de donner la parole à M. Nkéman, est-ce que vous convenez avec lui que l'engagement politique au Burkina Faso ne vaut rien? Il a dit. De toutes les façons, le constat que je fais est que nous sommes en crise politique. Et aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le constater. Nous avons une classe politique en panne. Ce n'est pas le MPP seulement. Toute la classe politique du Burkina Faso est aujourd'hui en panne. Maintenant, est-ce qu'il faille continuer avec ce que nous vivons? Je crois qu'il faut qu'on travaille à une autre alternative. Alors, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors, n'oublions pas effectivement, c'est l'histoire, elle est récente, que le MPP même est le fruit d'une démission en tant que telle. Mais ces démissions sont intervenues comment? Alors, je l'ai dit effectivement sur un des plateaux, la plupart de ceux qui ont quitté le MPP en son temps, effectivement, parlons de 2013, c'est lorsqu'ils ont perdu effectivement leur position au sein du parti. Donc, ça veut dire qu'il y a eu opportunisme. Alors, Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même qui soutenait effectivement contre vent et marée que Blaise avait la possibilité de modifier l'article 37 en 2012, au moment où il était au Perchois, et quelques mois après, en tant que tel, il a changé de discours. Alors, je me suis posé la question en tant que tel, à quel moment il était lucide? Ça veut dire qu'il y a eu de l'opportunisme. Et aujourd'hui, en tant que tel, il est victime, effectivement, d'une démission. Ça veut dire qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse racoler les choses pour pouvoir faire l'historique. Alors, donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, n'ayons pas peur des mots. En réalité, le MPP était effectivement un conglomérat d'opportunistes. Et pour le prouver, lorsque le 24 effectivement, janvier, un putsch intervient et le MPP effectivement n'existe plus, on voit effectivement des personnes qui montent au créneau pour effectivement rendre leur démission. Mais ça, ce n'est rien d'autre que la marque effectivement d'un opportunisme. Donc, n'ayons pas peur de mots, effectivement, c'est de l'opportunisme. Voilà, donc je vais revenir encore, il a dit quelque chose d'important, puisque nous avons parlé effectivement des partis, comment effectivement ils se mettent en place en Afrique, mais on est obligé de faire appel à l'histoire pour pouvoir montrer quelques partis qui ont été stables dans l'histoire. Je prends l'ANC. En Afrique du Sud, en tant que tel, c'est un parti qui a été créé depuis 1912. Alors, comment effectivement un tel parti a pu résister à toutes les intempéries? Alors, cela témoigne que c'est un parti effectivement qui a une idéologie qui pourrait effectivement vaciller en fonction du temps, mais toujours est-il qu'il y a une orientation, il y a une ligne au sein du parti de sorte que les individus sont moulés à l'intérieur de ces partis. Lorsque je prends le PDCI, et le FPI du moins, le Front Populaire Ivoirien, alors il y a eu un acte fort qui a été posé par effectivement certains responsables du Front Populaire Ivoirien lorsque Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. Et au lendemain, à la veille effectivement des élections de 2015, il y a un débat qui est né au sein du parti. Est-ce qu'il fallait aller à ces élections? Je pense que la majorité effectivement a dit non. Tant que notre leader va se retrouver effectivement à La Haye, nous on décide de ne pas aller effectivement et nous boycottons effectivement ces élections. Et effectivement, Afin Guessan, effectivement, qui était de l'autre bord, a été traité de traite. Mais c'était l'occasion rêvée pour que des gens, effectivement, puissent profiter de l'absence de Laurent Gbagbo, surtout qu'il était admis que la probabilité qu'il revienne en tant que tel était très faible. Parce que les charges qui pesaient contre lui étaient effectivement lourdes, à telle enseigne que, effectivement, très peu de personnes, effectivement, pouvaient parier de son retour. Mais qu'est-ce que Abdraman Sangaré et les Aswa Adou n'ont pas fait pour pouvoir effectivement maintenir le temple? Puisque quand on appelle Abdraman Sangaré le gardien du temple, c'est quelqu'un effectivement qui s'est positionné pour dire non. Notre leader aujourd'hui se trouve à La Haye et nous, on regarde. Donc ça veut dire que le parti, le Front Populaire Ivoirien, avait effectivement une idéologie et qu'il y avait des hommes en tant que tels convaincus pour pouvoir maintenir effectivement ce parti, pour qu'il ne puisse pas voler en éclat. Même si on sait qu'aujourd'hui, Pascal Afin Guessan est parti avec le FPI légal et que Laurent Gbagbo est resté avec le FPI légitime, qui a évolué vers effectivement le PPACI, le parti effectivement africain, des peuples africains, section Côte d'Ivoire, effectivement, qu'il a créé entre le 16 et le 17 octobre 2021. Donc, ça témoigne qu'effectivement, au moins, il y a des hommes convaincus qui, effectivement, mais au Burkina Faso,
je ne vois pas effectivement pour l'instant un parti politique qui incarne effectivement ces attributs effectivement au sein des partis politiques, pour l'instant. Donc pas de militants convaincus, donc juste des regroupements opportunistes, s'il faut le dire ici. Je le confirme parce que ce qui maintenait les gens au MPP, c'était le pouvoir. Hein. Parce que avant le congrès qui a plébiscité Bala Sakandé comme président, ben, ça n'allait pas. Et c'était connu de notoriété publique. Et le parti même, le président n'a pas géré le parti. Et il n'a pas considéré le parti comme l'organisation qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Je le dis parce que plusieurs fois j'ai écouté un des cadres, et non pas le moindre, Émile Paré, dans des émissions où il fustigeait le comportement du président. Un parti, quand il permet à un individu d'accéder au pouvoir, c'est la vision du parti qui permet de diriger le pays. Mais Émile dit qu'il y a eu des moments où, après, ils apprennent la composition du gouvernement au même titre que Monsieur Tout le Monde. À la télé. À la télé. Deuxièmement, combien étaient des ministres qui n'étaient pas du parti. Et ça grommelait. Ça grommelait. Les gens n'étaient pas d'accord. Donc, bon, tout s'est mis l'un dans l'autre. Aujourd'hui, qu'une situation pareille survienne dans la marche donc, du parti, ça n'étonne personne. Monsieur... Alors, au vu de tout cela, si au Burkina Faso, les gens ne s'engagent pas politiquement par conviction, mais plutôt pour des intérêts, quelle pourrait être la conséquence sur la crédibilité de la classe politique? Par exemple, toutes ces personnes qui démissionnent, seront-elles crédibles, même s'ils venaient, ou si elles venaient à fonder un autre parti politique? Ok, Monsieur Kambou, il faudrait que je rappelle un élément très essentiel pour illustrer mon propos du fait que je dise effectivement qu'il n'y a pas, l'engagement politique ne vaut rien au Burkina Faso. Alors lorsque nous prenons le mandat des parlementaires, quand on prend les parlementaires, ils ont trois fonctions principales. Consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, et effectivement il y a le fait de légiférer, voter la loi. Mais en matière de vote de loi, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux façons. Il y a la proposition de loi et effectivement le projet de loi. Mais tenez-vous, lorsqu'on prend effectivement les deux premières législatures sous la 4e République, en 92, effectivement, lorsqu'on prend 268 lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, 3 étaient d'initiative, seulement 3 étaient d'initiative parlementaire. Et lorsqu'on prend effectivement sous la 2e législature toujours, sur 197 lois votées, 3 étaient effectivement d'initiative parlementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les députés, effectivement, sont des messieurs qui sont payés à prix d'or. Ils dorment à l'Assemblée nationale en tant que tels. Et eux-mêmes, ils ne sont pas capables de faire des projets de loi. Ils n'ont rien apporté dans la construction de la nation, c'est ce que ça veut dire. La vitalité d'une république, d'une démocratie, effectivement, témoigne le fait, effectivement, que les députés, il y a plus de propositions de loi que de projets de loi. Parce que quand effectivement Montesquieu dit effectivement par le mécanisme des jeux de pouvoir et de contre-pouvoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? En réalité, l'Assemblée nationale ne doit pas être une arrière-boutique effectivement de l'exécutif. Alors qu'effectivement on se rend compte que c'est un appendice effectivement de l'exécutif où des gens sont assis. Donc ça prouve qu'aujourd'hui les gens effectivement se font élire pour pouvoir effectivement profiter de la manne financière, sans pour autant effectivement poser d'actes allant dans le sens effectivement de l'amélioration des conditions de vie et d'existence effectivement de leur population. Donc le mandat parlementaire, à qui profite le mandat parlementaire? Pas effectivement au peuple.
Donc ça, c'était effectivement un élément que j'avais voulu utiliser pour effectivement prouver qu'il n'y a pas d'engagement politique. Alors, en question sur la crédibilité. En ce qui concerne la crédibilité, mais, on apprécie effectivement une institution sur la base de ses fonctions. Voilà, la fonction, puisqu'il y a sa nature et il y a ses fonctions. Lorsqu'une institution ne joue pas le rôle qui lui est dévolu en tant que tel, et il va de soi que ça puisse jouer sur sa crédibilité, et la nature est un horaire de vide. Lorsque les hommes politiques eux-mêmes ne sont pas crédibles, ce serait toujours un terreau fertile pour que des coups d'État effectivement puissent être perpétrés en cascade. Quand bien même les coups d'État effectivement ne sont pas des institutions qui pourraient effectivement apporter le salut au peuple. Mais lorsqu'on prend l'histoire politique du Burkina Faso, on se rend compte que c'est une histoire qui a été mouvementée, et des coups bas, où effectivement les uns et les autres, c'est par rapport à leur posture, et ils ne pensent pas à leur peuple, et effectivement l'armée trouve toujours effectivement une faille pour pouvoir effectivement prendre le pouvoir pour parler au nom du peuple. Mais est-ce que effectivement à chaque fois c'est le cas? Je ne pense pas. Parce qu'effectivement... Alors, pour cela, ces personnes qui démissionnent aujourd'hui, seront-elles crédibles, même si elles venaient à lancer des nouveaux mouvements politiques? Non, elles ne sont pas crédibles, mais j'en veux aussi à la population. Alors il faudrait que la population elle-même, puisque j'ai l'impression que quand quelqu'un démissionne, il crée un parti politique, la population elle-même ne s'interroge pas sur le fait que ces personnes qui démissionnent n'ont pas pour projet effectivement le développement de la nation. Donc, ce sont des personnes qui sont adulées. Et si toutefois, il y avait des sanctions qui étaient prises à leur encontre, au niveau effectivement des votes, mais un monsieur, il quitte un parti A, il rejoint un parti B, ou il crée son propre parti, et il est voté effectivement dans les échéances prochaines, il se retrouve encore à l'hémicycle. Donc ça va toujours encourager ce nomadisme politique. Donc la population elle-même doit s'assumer pour effectivement condamner, au moins effectivement dans les actes, ces personnes qui démissionnent. Donc la personne qui était venue vous dire l'année passée de voter pour les partis de la Daba revient cette année pour vous dire de voter pour les partis de la Calebasse et la population. Est-ce que ces personnes seront crédibles si elle venait à lancer un nouveau parti politique? Le peuple est plus intelligent que ses régés. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en plutocratie. Et c'est une règle codifiée qui permet à ceux qui ont l'argent de s'emparer du pouvoir. Aujourd'hui, comment est organisées les élections? C'est des élections qui se gagnent même avant le jour du scrutin. Oui. Parce qu'il faut enrôler. Et les partis souvent connaissent combien vont aller les voter. Et vous avez un corps électoral de 10 millions et il y a moins de 3 millions qui s'inscrivent. Et il y a moins de 2 millions qui vont voter. Est-ce que ce parti qui a gagné les élections là, il est légitime? Et nous savons que c'est un cycle de cirque. Et les gens vont prendre leurs 2000 francs parce qu'ils savent que c'est leur denier qu'ils dilapident. Si on ne peut pas avoir beaucoup, qu'on profite donc de ces périodes-là pour reprendre un peu. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Si les peuples étaient vraiment intelligents, comme vous le dites, est-ce qu'il n'y avait pas cette possibilité de prendre l'argent et voter? Parce que le jeu même est vicié. Et n'est pas suivi la consigne de vote. Le jeu est vicié. C'est pour cela qu'il a dit quelque chose de très fondamental. Qu'est-ce qui fait le coup d'État? Vous croyez qu'un pouvoir légitimé, qui a la légitimité populaire, un bidas peut s'élever parce qu'il veut le pouvoir, le décagnoter? On a vu avec la transition. Quoique c'était même pas... le peuple n'était pas d'accord avec certains des agissements. Mais comme c'était un pouvoir issu d'insurrection populaire, mais il s'est dressé comme un seul homme pour barrer la route. Oui, parce que c'est l'action de tout le peuple qui avait installé vous gagnez le pouvoir de la transition. Vous gagnez le pouvoir, vous vendangez les acquis de l'insurrection.
vous narguez les gens. Mais on regarde. Et vous n'arrivez pas à faire face aux difficultés que le pays vit. Mais qu'est-ce que vous voulez? N'importe quel, même si un chat a la force de vous décagnoter, les gens vont rester bouche bée. Il a dit quelque chose, je pense que sur un des plateaux, je l'ai défendu ici pour dire qu'en réalité, élection n'est pas égale à démocratie. L'électoralisme, effectivement, et c'est le cas au Burkina Faso, j'ai même dit, si les élections devraient faire de quelqu'un un démocrate, c'était bien Blaise Compaoré et on ne devrait pas le chasser. Parce que, effectivement, depuis 1991, depuis l'adoption, effectivement, de la Constitution le 2 juin 1991, le Burkina Faso n'a jamais manqué ces échéances électorales, que ce soit présidentielles, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections municipales. Alors, mais c'est quoi? Il a dit quelque chose d'important. En réalité, dans certains pays, tout part effectivement de la confection des listes électorales. On sait qu'à l'instant T, il y a 20 millions de votants. Et il n'y a que 1 million seulement qui décide de s'inscrire sur les listes électorales. Les 19 millions deviennent quoi? Ça veut dire que le pouvoir est illégitime. Mais ce que je voudrais ajouter, on ne peut pas aussi éponger la responsabilité effectivement de la masse à quelque part. Ce que je vais dire, si effectivement vous avez souvenance, il y avait une vidéo qui circulait effectivement sur la toile au Ghana, un monsieur qui est venu avec un véhicule où il avait déposé des sacs de riz et les gens ont repris les sacs de riz là et remettent dans son véhicule et lui dit de quitter le village. Alors c'est pour dire que la population, le même monsieur qui vient, il vous a dit effectivement à la première législature en 92 qu'il va construire, il va faire ceci pour vous. D'ailleurs, ce n'est même pas le rôle d'un député. Alors, il revient effectivement en 1995, il reprend effectivement le même slogan. Il revient en 2002, il reprend le même slogan en tant que tel. Et vous n'êtes pas capable en tant que tel de l'interpeller que être analphabète ne veut pas dire qu'on est bête. C'est ce que je vais dire en tant que tel. Donc, ça veut dire que le jeu est vicié, je suis tout à fait d'accord. Les institutions telles qu'elles sont mises sur place en tant que telles ne favorisent pas l'expression d'une démocratie au Burkina Faso. Parce que je le dis effectivement, je vois souvent des intellectuels qui disent que le fait qu'il existe effectivement les 3 institutions, c'est qui voudrait dire qu'on est dans un état de démocratie. Je dis non. Si on a un palais de justice, on a un parlement, on a l'exécutif constitué, ce qui compte plus en tant que tel, ce n'est pas l'existence des institutions, mais c'est plutôt en tant que tel leur fonctionnalité à partir effectivement de la séparation des pouvoirs. Est-ce que le Parlement aujourd'hui est une institution autonome? Est-ce que effectivement la justice aujourd'hui est une institution autonome? Et je pense que ces 2 pouvoirs effectivement sont pris dans les fers de l'exécutif. Donc voilà. Donc, Monsieur Mikema, en fait, aujourd'hui, le peuple est désemparé. Ce que nous avons comme crème intellectuelle, même est rentré dans ce cycle infernal, dans ce jeu malsain. Vous voyez par exemple le MPS, le professeur Loada. Mais quand il est allé à la PMP, j'ai fait un poste pour dire qu'il fait du tort à la démocratie. Mais moi je l'ai lu au lancement de son parti à Tinkoudou. Mais il n'était pas du tout en phase avec ceux qui étaient là. Et son président d'honneur, qui a sorti même un livre pour décrier ce qu'il constatait comme dérive, quoique il y avait déjà eu une adversité en sourdine parce que il n'a pas bénéficié de certaines faveurs, de certains accords secrets dont il aurait négocié avec le MPP. Mais des gens comme ça qui se retrouvent à la PMP. La NAFA, qui est opposée en tout à la majorité, qui se retrouve à la PMP. C'est un cirque. Le peuple n'a pas aujourd'hui les leviers, peut-être de contester. Mais il regarde. Ou ce qu'il y a comme dividende qu'il peut, il peut profiter. Il prend. Mais vous imaginez, moi j'imagine un politique IA qui est sorti de nulle part, se mettre dans un jeu dangereux comme ça, ben, ça ne m'aurait rien dit. Mais la crème,
Alors, la crème. Et je finis là. J'étais à un colloque du CGD où le même professeur Loada a fait la communication introductive. Mais on ne dirait pas le professeur. Mais il a tous les mots qu'il a ressortis. Ben, devrait avoir pour finalité ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi il est allé avaliser un tel forfait? Mais c'est aussi ça la problématique. Alors, ce qu'il vient de dire, effectivement, je vais faire appel à une citation de Sangoulé Lamizana qui disait que le Burkina Faso souffre moins de la pauvreté de son sous-sol que de la pauvreté intellectuelle de ses fils. Alors, ce que je voudrais dire ici en tant que tel, les drames qui frappent nos États en Afrique reposent plus sur les épaules des soi-disant intellectuels. Parce que je pense que Norbert Zongo, effectivement, a des écrits éloquents sur le rôle et la place des intellectuels dans une démocratie. Malheureusement, les intellectuels en Afrique rament à contre-courant de leur rôle. C'est ce qui, effectivement, constitue le malheur aujourd'hui. Quand je prends, effectivement, lorsque Blaise a daigné modifier l'article 37, ça défrayait la chronique. Il y a ceux qui estimaient qu'effectivement, la Constitution lui autorisait, il y a ceux qui estimaient que non. Mais la légitimité, au moins, certains intellectuels, puisque je pense qu'en 2014, quand le régime effectivement chutait, le régime de Blaise effectivement avait une crème intellectuelle. Je parle de Jérôme Bouma, je parle de Justin Koutaba, qui sont effectivement des universitaires, pas des moindres. Et même les Assemi Kwanda. Et même les juristes officieux. Bien sûr, qui enseignent effectivement, qui enseignent l'histoire politique en tant que tel, qui devraient être capables de regarder effectivement Blaise pour lui dire en tant que tel, est-ce que c'est opportun? Mais lorsque des intellectuels se reconvertissent en courtisans de la cour, la démocratie est en péril, la démocratie effectivement tombe dans les abîmes. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui le débat, ceux qui estiment que non, le malheur de l'Afrique, c'est l'analphabétisme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est plus du fait des intellectuels. Quand je prends un pays comme le Sénégal, je ne dis pas que c'est un exemple de démocratie où on atteint un niveau effectivement rêvé, mais lorsqu'on prend, pourquoi les coups d'État n'ont pas droit de citer au Sénégal? Est-ce que les gens se sont interrogés? Est-ce que les intellectuels ne jouent pas un rôle? De sorte que l'armée aujourd'hui connaît sa place effectivement dans l'ordonnement des choses en tant que tel. Mais aujourd'hui, les intellectuels sont des gens qui, puisque, comme le disait Weber, le savant et le politique, où il dit qu'effectivement, l'intellectuel, quand il veut s'engager en politique, il doit se désengager épistémologiquement. C'est pour dire quoi? Il serait difficile de s'inviter effectivement dans une formation politique et pouvoir révertir sa tunique d'intellectuel. Mais si certains y vont, ils doivent être capables en tant que tels de pouvoir rester dans leur posture. Mais malheureusement, ce sont des messieurs effectivement en tant qu'universitaires qui rejoignent les formations politiques. Mais à un certain moment, le discours tenu dans les amphithéâtres commence effectivement à s'amollir et on se demande effectivement qu'est-ce qu'il en est. Et la démocratie, elle est en danger en Afrique et de façon particulière au Burkina Faso. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on repense un nouvel ordre politique. Et alors, on va en parler, la démocratie qui est en danger en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso, vous venez de le dire. Et cette démission, selon vous, montre que l'engagement politique est une question d'intérêt personnel et non des convictions ou d'idéaux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour que l'engagement politique devienne une question de convictions, d'idéaux? Je crois que le peuple a le dernier mot. Et pendant cet intermède-là, la rue va gouverner nos pays. Vous voyez ce qui se passe au Soudan. C'est la même chose qui s'est passée dans les pays du Maghreb. Et le même vent est arrivé ici. Ce n'est pas encore fini. Je crois que c'est dans ces crises répétitives que l'on finira par trouver la parade. Et moi, je n'ai jamais craint les crises. Les crises sont des opportunités, comme disent les Chinois.
Et c'est dans les crises que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, on assiste au retour du coup d'État, n'est-ce pas? Moi, ça ne va pas m'étonner que ce soit un début de cycle encore de ces coups d'État. Mais même ces coups d'État vont être contestés à un certain moment par les populations. Parce qu'on n'est plus d'accord de subir comme on a subi dans les années 70-80. Les militaires, s'ils ne répondent pas aux aspirations de masse, ce qui va m'étonner, auront face à eux les masses. Et donc, nous allons finir. Peut-être des révolutions qui viendront. Non, je ne parle, je n'ai pas, dit. Quand les masses prennent leur destin en main, ça devient la révolution, non? J'ai pas parlé de révolution, mais je ne crains pas la révolution. Ce serait même l'idéal. D'accord. Il a dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'engagement politique devienne une question d'idéaux et de convictions? Je suis tout à fait d'accord avec lui que le conflit est le moteur de l'histoire. Et on doit toujours effectivement tirer des leçons des crises. Mais malheureusement, au Burkina Faso, nous tirons moins les leçons des crises effectivement qui s'enchaînent. Parce que lorsque nous prenons de 1960, avec le pseudo-indépendance, effectivement, on se rend compte qu'il y a eu assez de crises, mais jusqu'à présent, on tâtonne pour pouvoir mettre les institutions qu'il faut. Alors, ce que je vais dire en tant que tel, c'est qu'il faut repenser un nouvel ordre politique parce qu'il y a eu les partis uniques qui ont régné de maître effectivement de 1960 jusqu'en 90. Et on a pensé que le multipartisme pouvait être une panacée pour effectivement une démocratisation de nos États. Mais je me rends compte que le multipartisme a fait autant de tort à la démocratie ou pourquoi pas plus en tant que tel. Et je fais partie de ceux qui estiment qu'il faudrait qu'on fasse un diagnostic du multipartisme. Un pays comme le nôtre, avec 200 partis politiques parce qu'ils ont fait un apurement pour renvoyer ça à 100 et quelques. Mais dans un pays où il est plus facile de créer un parti politique que de créer un kiosque, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Alors vous savez que quand on prend les démocraties effectivement européennes ou les démocraties occidentales, les compétitions sont faites effectivement au sein des petits partis, mais en réalité, qu'on va appeler des primaires, et après on se retrouve effectivement. Donc, si tu es dans un parti politique, tu dois t'affilier effectivement dans une ou l'autre idéologie. Ailleurs, on va parler de gauche, on va parler de droite, et il y a le centrisme qui est là, qui effectivement tend à concilier effectivement de part et d'autre. Mais tant que nous n'allons pas arriver effectivement à penser un ordre politique pour pouvoir effectivement mettre en place effectivement des partis politiques qui fonctionnent sur la base d'idéologie et non sur la base des humeurs effectivement des individus, nous serons toujours dans ce chaos. Donc le temps ne nous permet pas, comme vous l'avez si bien dit, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de pouvoir diagnostiquer, et je pense qu'effectivement c'est ce que je peux dire pour l'instant, mais il faut effectivement repenser un nouvel ordre politique pour que l'engagement politique ne soit pas une question d'intérêt individuel, et que ce ne soit pas effectivement n'importe qui vient en politique en tant que tel. Que l'engagement politique soit guidé. Et la vertu doit être l'élément central qui guide effectivement les actions des uns et des autres. Pour terminer, moi je crois que... est-ce qu'il faut, comme il est dit, un nouvel ordre politique? Non, il a dit quelque chose de très fondamental par rapport au parti. Vous savez, le Sénégal a expérimenté ça au temps de Senghor dans les années 70. Les trois courants, le communisme, le libéralisme et puis le socialisme. Mais ça n'a pas marché. Senghor est resté comme dans un parti unique qu'ils ont enrobé dans un vocabulaire qui faisait snober, de partis unifiés. Il parle de la démocratie sénégalaise. Je suis en partie d'accord que c'est les intellectuels qui maintiennent par le grand débat permanent qu'il y a au Sénégal, mais la classe politique sénégalaise est aussi vile que la nôtre, parce que aujourd'hui, presque tout le monde se retrouve avec Macky Sall. Je dis que ce n'est pas une occasion rêvée. Dans son regroupement. Donc, moi je crois que il faut continuer à réfléchir, mais je crois que c'est la multiplication des crises qui va même permettre
à ceux qui ont la capacité de réfléchir à un jour trouver la panacée. Nous n'allons pas faire l'économie de crise. Parce que ce serait très difficile de déboulonner cet ordre qui régente aujourd'hui la politique dans le monde. Mais ça finira par arriver. La politique n'est même pas en crise en Afrique, même en Occident. Même en Occident. Parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement la mort des partis. Vous prenez un pays comme la France, mais la République en marche là, c'est parce que les partis sont en crise. Oui, tout à fait. Donc ça va venir, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Il faut que nous trouvons la solution autrement. Mais nous n'allons pas faire l'économie des crises. Alors, pour terminer rapidement. Voilà, et rapidement, ce que je tiens à dire, c'est comme vous avez dit, vous avez parlé, si la révolution effectivement va être la solution définitive pour qu'on puisse effectivement atteindre le développement souhaité, et je pense que c'est de bonne guerre. Mais ce que je vais dire, quand je dis effectivement il faut un nouvel ordre, ailleurs, même si ça n'a pas été une révolution au sens strict du terme, quand je prends la révolution française de 1789, il y a eu effectivement des actions fortes. C'est pour dire que le peuple est resté avant-gardiste, avec les sans-culottes effectivement, ou des institutions. Aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, exactement à l'image des institutions qui ont été mises en place, effectivement, au lendemain, effectivement, de cette révolution de 1789 en tant que telle. Donc, c'est pour dire que nous avons connu assez de crises et nous continuons d'en connaître. Et qu'est-ce qui nous fait dire en tant que tel qu'on ne va pas se retrouver à rédiger encore un avant-projet de transition dans 5 ans? De constitution, vous l'avez dit? De transition, puisqu'on a connu effectivement la transition en 2015. Et on est encore effectivement dans une situation de transition en tant que telle. Donc il y a assez de crises, c'est ce que je vais dire. Voilà. Donc peut-être la nécessité d'un nouvel ordre politique pour que l'engagement politique au Burkina soit guidé par des convictions, des idéaux et non pas par des intérêts individuels. Par des phénomènes sociaux aussi qui sont les crises. Par des phénomènes sociaux qui sont des crises. Et vous le dites si bien, si ce ordre ou ce nouvel ordre politique doit être instauré par une révolution, bon, vous ne la craignez pas. C'est même l'idéal. En tout cas, après le coup d'État, on a entendu des intellectuels de ce pays dire que c'est lorsque le peuple prendra ses responsabilités et vont les appeler à diriger qu'ils viendront. Il prendra ses responsabilités un jour. On attendra de voir. En tout cas, le débat d'aujourd'hui était consacré à toutes ces démissions que l'on constate ces derniers jours au sein de plusieurs partis politiques et notamment de l'ex-majorité. Merci à vous, Noufou Moré, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, passionné de l'histoire politique. En tout cas, dans vos analyses, vous êtes revenu plusieurs fois sur l'histoire politique du Burkina, mais aussi d'ailleurs. Merci pour la contribution à ce débat. Merci également à Draman Ninkema, sociologue, spécialiste des questions de démocratie et des droits humains. Vous l'avez également prouvé sur ce plateau. Merci à vous deux, une fois de plus, d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous, enfin, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Merci à Michael Yameogo et à Noufou Bonkungu pour l'assistance technique durant cette émission. On se dit au revoir et à dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 jours dans la savane. Portez-vous bien.